modérateur pour aujourd'hui. Bienvenue à cette conférence sur la réconciliation organisée par la FED, la Fédération des enfants déracinés des Roms. J'en profite aussi pour vous rappeler, faire donner une petite information, c'est que la ville va offrir à chaque enfant réunionnais exilé présent aujourd'hui un exemplaire de la bande dessinée Piments d'oiseaux. Juste un petit rappel, si on est là, c'est aussi parce que le 18 février 2014, on était à l'Assemblée nationale, pour certains d'entre vous avec nous, et on avait voté la résolution mémorielle qui reconnaissait la responsabilité de l'État dans l'affaire des enfants réunionnais exilés. C'était un moment historique. Erika Barrech, qui était députée à l'époque, a donné un petit coup de pouce. Ça sera reconnu à l'Assemblée nationale. Donc on la remercie pour ça. Dans l'année 2013 aussi, on a vu l'installation d'une stèle, un gigot, qui est toujours en place. Et cette stèle permet aujourd'hui de se rappeler un peu de cette histoire des enfants réunionnais exilés. Histoire que certains ont voulu parfois masquer un peu. Donc on a rappelé que le préfet, Jacques Langevin, alors ministre des Outre-mer, a annoncé la création d'une commission d'historiens chargée d'examiner le dossier des réunionnais de la Creuse suite à la vote de la résolution. Cette commission, mise en place le 18 février 2016, était présidée par Philippe Vital. Elle était également composée de Gilles Gauvin, Prosper Ève, Wilfried Berthier. Elle a rendu son avis le 10 avril 2018. Donc aujourd'hui, nos experts sont présents. On les remercie à nouveau. On va commencer par M. Philippe Vital, le président de la commission Vital. Merci. Merci. Monsieur le préfet, Madame la ministre, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les élus en vos titres et qualités, chers et chers collègues, chers toutes et tous. Quel plaisir, Mesdames et Messieurs, qui avez vécu l'épisode de la dite transplantation vers l'Hexagone. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur votre île, face à l'horizon d'une réconciliation. Réconciliation avec votre histoire, vos mémoires, vos familles, et pourquoi pas avec les institutions de l'État. Je pense aussi à tous, celles et ceux qui ne sont pas présents cet après-midi. Je pense notamment à Jean-Jacques Martial. En 2016, ça a été rappelé, une commission d'information et de recherche historique que j'ai eu l'honneur, le plaisir, le bonheur de présider, a été nommée par la ministre des Outre-mer, Madame Georges Paul-Langevin. Nous avons été ensuite accompagnés par Madame Erika Barrech, puis nous avons remis notre rapport à Madame Annick Girardin le 10 avril 2018. Cette étude de presque 700 pages, et je crois qu'une personne avait posé, c'était 1,2 kg, je crois, a en fait permis d'éclairer avec précision cet épisode de l'histoire de France. J'insiste sur ce point, ça a été rappelé par M. le préfet. Histoire de France, et non pas exclusivement, j'ai presque envie de dire essentiellement, une histoire coloniale ou post-coloniale, une histoire de France, un épisode de l'histoire de France. Car le destin des 10 réunionnais de la Creuse est en fait le révélateur du fonctionnement et des dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance en France. Je me permets de remercier encore mes collègues de l'ex-commission ici présents. Un travail minutieux, prenant, et j'ose le dire sans complainte. Je n'ai jamais fait à l'économie dans cet épisode. Je travaille dessus depuis 20 ans, presque autant que la transplantation. Un travail épuisant, finalement. Je vais être bref. Mes collègues vont parler, nous sommes en retard. Je vais laisser mes collègues vous dire quelques mots sur le rapport, mais j'insiste encore. J'ai vraiment le bonheur d'être avec vous
Merci beaucoup. Maintenant, on va laisser la parole à Prosper Eve. Madame la ministre, Monsieur le préfet, Monsieur le député, Madame la représentante du président du Conseil général, Madame Gismo, Madame la représentante du maire de la maire de Saint-Paul, mes chers amis de la FED, les enfants d'Isla Creuse, toutes les personnes qui sont ici, à toutes les personnes qui sont ici, je vous adresse mon bonjour. Je vais insister sur un point, la question de la mémoire et de l'histoire. Question qui nous a beaucoup travaillé en rédigeant ce rapport. Lors de la rédaction du rapport, les experts n'ont eu de cesse de rappeler que l'histoire n'est pas un tribunal. L'historien n'est pas un juge. Le rôle de la commission n'était pas de recueillir les récits de vie de chaque transplanté, de récolter les vérités de chaque sujet, de vérifier chaque discours et de passer ensuite au filtre de la critique, le souvenir, de leur vérité forgée à l'épreuve de leur vie, mais d'élaborer la trame historique dans laquelle ces discours s'inscrivent afin de saisir l'apparition du phénomène, son évolution dans le temps et son importance. Il ne s'agissait pas de sacrifier l'oralité sur l'autel de l'écrit, mais de rassembler la documentation la plus riche et variée pour apporter des éléments de compréhension du phénomène. Il est bon de rappeler à ce stade l'apport de Paul Ricoeur sur le sujet. Toute sa pensée est une pensée du détour nécessaire, et si le devoir de mémoire reste bien un horizon, celui de rendre justice aux victimes, le détour par le travail est nécessaire. Avant d'avoir un devoir de mémoire, l'historien est confronté au travail de mémoire afin de dessiner les voies d'une sagesse pratique. Ce travail, animé par un souci d'équité, vise à faire émerger une vérité plus juste, à réouvrir les possibles de l'agir humain, de la réconciliation. Si la mémoire est sujette à des pathologies, des empêchements, des résistances, on l'a montré Freud, elle est aussi la proie de manipulation, de commandement. Notre travail a consisté à repérer les archives disponibles, à les contextualiser, à les croiser, à ne pas se laisser guider par les jugements de valeur portés autrefois sur les ex-mineurs transplantés, à ne pas sombrer dans des analyses misérabilistes d'une lecture au premier degré. Cette méthode permet de dégager un certain nombre d'invariants, témoins d'une logique qu'il s'agit de comprendre les faits relatifs à cette période, puis d'expliciter, non d'excuser. En agissant autrement, nous aurions donné raison à ceux qui soutiennent que la bonne histoire est celle qui privilégie le document oral, et la mauvaise, celle qui exploite le document écrit. Comme tous les documents sont utiles pour reconstituer le puzzle d'un événement, ils ont tous été mobilisés. Les souvenirs individuels sont toujours le fruit de relations, d'expériences, de pratiques vécues au sein des groupes passés et ou présents. La mémoire des quelques 2000 enfants réunionnais transplantés dans 82 départements de la France hexagonale se compose de 3 éléments. Les souvenirs individuels en relation avec le vécu, la mémoire collective qui
correspond au souvenir commun au groupe des mineurs transplantés et aux traces objectives de ces souvenirs, dossiers, photos, archives et à la tradition. Il n'existe pas une mémoire de rayonnés transplantés sans réflexivité, sans un travail de conscience de ceux qui se remémorent. Leur mémoire se situe au carrefour de l'individuel et du collectif, du psychique et du social, de l'histoire et du souvenir. La mémoire collective des ex-mineurs se constitue dans un travail de reconstruction, d'arrangement et de réduction de la diversité des souvenirs. Les souvenirs répétés aux médias donnent naissance à une forme de mémoire collective en continuelle révision, variant selon les individus, les groupes, les associations, les temps et les espaces. Trois processus exposés par Paul Ricoeur se concentrent ici: la mémoire empêchée, la mémoire manipulée, la mémoire obligée. La mémoire empêchée renvoie au blocage, au refoulement, à l'interdit des souvenirs qu'il manipule, l'école, par un passé recomposé. Cette relecture donne naissance à une mémoire obligée qui correspond au devoir de mémoire. Ils interpellent la postérité et s'édifient une statue historique pour laquelle ils veulent faire reconnaître leur rôle par le jugement de l'histoire. Dans la mesure où l'histoire est plus distante, plus impersonnelle dans son rapport au passé, elle peut jouer un rôle d'équité afin de tempérer l'exclusivité des mémoires particulières. Elle peut contribuer à transformer la mémoire malheureuse en mémoire heureuse, pacifiée en juste mémoire. Je vous remercie pour votre attention. Avant de passer la parole à Wilfried Bertil, j'aimerais juste rappeler ce que M. Posterev a dit cette semaine à la radio, c'est que l'histoire se base sur des faits et l'histoire ne se base pas sur des si. C'est-à-dire que le travail des historiens qui sont ici présents, c'est de rappeler ce qui s'est passé et pas d'imaginer ce qui se serait passé si quelque chose d'autre. Donc pour ça, on les remercie. On va à présent laisser la parole à Wilfried Bertil. Merci, Monsieur le médiateur, de me donner la parole. Je voudrais saluer chacune et chacun d'entre vous, et en particulier souhaiter un bon séjour chez vous, un de nos compatriotes transplantés de retour au pays. Il me revient de vous exposer en 3 minutes les conclusions d'un rapport de 690 pages que nous avons établi sur les enfants de la Creuse, ce qui évidemment est impossible. J'invite donc ceux que cela intéresse à consulter ce document qui se trouve en ligne sur le site de la documentation française. En raison du temps qui m'est imparti, je suis amené à grossir le trait, alors que c'est un sujet sensible et complexe, qui demande au contraire une approche nuancée. Sensible, parce que ce sont des enfants, des hommes, des femmes qui sont concernés. Complexe, puisque ces dimensions humaines, sociales, politiques sont imbriquées. J'implore donc votre indulgence pour le caractère forcément insatisfaisant de mon propos. Celui-ci s'articule autour de 3 observations principales. D'abord, la transplantation des mineurs n'est pas une action isolée, mais s'inscrit dans la politique de migration conduite par le BUMIDOM, une société d'État. Au lendemain de la guerre, en effet, ça a été rappelé par différents orateurs qui nous ont précédés, la Réunion affronte la misère d'une population en pleine croissance. L'État a donc organisé des départs vers la France métropolitaine qui manque les bras pour ses industries et ses services et de population pour ses zones rurales. Au total, entre 1962 et 1982, le temps qu'a duré le BUMIDOM, cette migration organisée a concerné 62 000 Réunionnais selon l'INSEE. Les migrants étaient classés en diverses catégories: les emplois directs, les formations professionnelles, les regroupements familiaux, les militaires démobilisés, et puis les pupilles. Ce terme de pupille, qui a sa signification propre, a fini par désigner à La Réunion tous les enfants relevant de la responsabilité de l'État qui ont fait l'objet d'une transplantation entre 1962 et 1984. Au total, 2015 enfants
ont été envoyés dans 83 départements métropolitains. La Creuse en a reçu plus, d'où leur désignation par l'expression enfants de la Creuse. 30% étaient des enfants de moins de 6 ans, 20% âgés de 16 à 21 ans étaient de jeunes adultes en âge de travailler. Il y avait 56% de garçons et donc 44% de filles. 1 sur 5 a bénéficié d'une adoption, une pratique qui continue. On estime aujourd'hui le nombre des ex-mineurs transplantés encore vivants à 1800, dont 20% sont revenus s'installer dans l'île. La moitié est aujourd'hui âgée de 60 ans ou plus. En second lieu, cette affaire s'inscrit aussi dans la politique française de l'aide sociale à l'enfance. En vertu de la départementalisation assimilationniste, les mêmes procédures, les mêmes structures, des moyens du même type sont mis en œuvre à La Réunion comme en France métropolitaine. Là-bas, dans les années 1960-1970, qui concerne notre époque, il comportait de nombreuses carences. Ici, la situation était encore beaucoup plus dégradée. En France, l'aide sociale à l'enfance a toujours déplacé les enfants des villes vers la campagne. La transplantation des mineurs réunionnais s'inscrit dans ce mouvement, même si le milieu de départ et de destination sont encore plus éloignés et si nous sommes dans un contexte post-colonial. Dans le monde aussi, à de multiples époques, des transferts autoritaires d'enfants ont eu lieu, par exemple de l'Angleterre vers les pays à peupler du Commonwealth. En troisième lieu, cette politique pose surtout un problème d'ordre moral, éthique. On dispose d'enfants sans leur demander leur avis et on les transplante dans un autre milieu. Même si à l'époque, l'enfant n'avait aucun droit, cette josification de la personne humaine est intolérable. L'enfant est un être vulnérable que la société se doit de protéger. Or, chaque étape de la transplantation a été l'occasion de souffrances, différemment ressenties par les enfants concernés. Cela a été le cas lors de la prise en charge à La Réunion par l'État, se substituant à des familles en souffrance sociale. Cela a été le cas lors de la mise en route vers la métropole. Cela a été le cas lors de leur accueil et au cours de leur suivi en institution, dans des familles nourricières ou dans des familles adoptives. Cela a été le cas lorsqu'ils étaient confrontés à leur devenir une fois sortis du système. Ce sort qui leur a été fait a été dénoncé par des ex-mineurs qui ont réclamé que justice leur soit rendue. L'Assemblée nationale, puis le pouvoir exécutif ont reconnu des manquements à leur égard et même une faute morale de l'État. La Commission nationale a fait des propositions de réparation dont la plupart a déjà été mise en œuvre. Gilles Gauvin vous parlera plus en détail de ce qui est l'enseignement. Je vous remercie donc pour votre attention. Merci, M. Berthier. Avant de passer la parole à M. Gauvin, je souhaiterais aussi saluer la présence de Mme Armande Pernal-Naïc, représentante du maire de Saint-Leu. Donc, M. Gauvin, pour 3 vraies minutes, s'il vous plaît. Je vais essayer. Madame la ministre, Monsieur le préfet, Mesdames, Messieurs, avec mes collègues et amis de l'ex-commission, nous avons poursuivi, après le rendu du rapport en mars 2018, le travail scientifique, avec la publication de plusieurs articles dans des revues destinés aux chercheurs, que ce soit en histoire, en sciences politiques ou en sociologie. Mais si nous sommes tous chercheurs, nous sommes ou avons été et restons dans l'âme aussi des enseignants, que ce soit à l'université ou dans le secondaire. Et il nous paraissait fondamental de rendre accessible au plus grand nombre ce que notre recherche a mis au jour, même si, j'insiste sur ce point, absolument rien ne nous y obligeait. Cela s'est traduit d'abord avec l'appui des inspecteurs pédagogiques régionaux de la Réunion en histoire-géographie, tout d'abord par l'organisation d'un stage au plan académique de formation continue des enseignants pendant 3 ans, de 2017 à 2020. Je l'ai animé avec Éric Lorette, collègue en lycée professionnel, autour d'une thématique intitulée « L'émigration réunionnaise de la Sakaï aux enfants de la Creuse ». Cela aboutit en particulier à la mise en ligne d'un recensement très riche de sources que l'on continue à faire sur le site leboucan.fr qui sont relatives à la question. Ensuite, et en lien avec l'actuelle réforme du lycée, le sujet a été intégré dans les adaptations de programmes pour l'outre-mer en lycée professionnel.
Enfin, nous rédigeons avec Philippe Vital un ouvrage à destination des enseignants, mais qui sera aussi accessible au grand public dans la collection Éclairée chez Canopée, éditeur dépendant du ministère de l'Éducation nationale. Cette publication sous le titre « Enseigner l'histoire des 10 enfants de la Creuse » est prévue pour la fin du premier trimestre 2021. Mais au-delà du monde enseignant, nous avons compris au moment même où nous menions nos travaux de recherche de l'importance de transmettre des éléments d'histoire au grand public et à commencer par les personnes qui ont vécu à un titre ou à un autre cette histoire. Tout d'abord, nous sommes en train de finaliser tous les quatre un ouvrage dans la collection Idées reçues aux éditions du Cavalier Bleu. Il permettra, sous un format court, d'avoir des réponses claires à des questions ou affirmations récurrentes sur le sujet. La publication est aussi prévue pour le premier trimestre 2021. Ensuite, j'ai accompagné à sa demande TM, dessinateur réunionnais reconnu aussi bien sur le plan local, en particulier avec son Tiburce, que national, à la réalisation d'un roman graphique intitulé Piments oiseaux. Cet ouvrage essaie à la fois de porter l'émotion du sujet et des éléments pédagogiques mettant en perspective et en contexte le récit. Nous faisons déjà travailler des classes de lycée sur la bande dessinée et elles rencontreront d'ailleurs TM la semaine prochaine. Enfin, répondant à la commande d'un éditeur national d'écrire une histoire de la Réunion en bande dessinée, j'ai choisi cette question socialement vive comme fil conducteur d'un voyage initiatique permettant à chacun de réfléchir à son propre cheminement dans le cadre de notre histoire commune. Parce que l'enjeu véritable est là, selon moi. Et il correspond à l'objectif que vous vous êtes fixé à travers ce long et difficile voyage vers la réconciliation. Arriver à trouver, au-delà des souffrances et des destins individuels, ce qui fait sens commun dans une société consumériste où chaque communauté a tendance à se replier sur ce que l'écrivain Amin Malouf appelle les identités meurtrières. Je vous remercie.